Crie maintenant parce qu'après c'est fini, Gilles. C'est parti. Que disiez-vous si Sex and Sound. Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bronzés, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Lima, je suis votre hôte, Jean Weber, le gentil podcasteur avec le plus gros collier de boules. Et mes collègues sont... Jeff Domenech, Pina Colada et Mai Tai pour tout le monde. Gilles Weber, le sauveteur qui fait du bouche à bouche avec la langue. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ciné-Chat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'école est finie. C'est les grandes vacances sur Abracadapod et on part ensemble à la plage avec les bronzés et un invité d'honneur surprise, un invité de marque, wink wink, qui se joindra plus tard à nous dans l'émission. Vous avez vos maillots de bain? Crème solaire? Gilles, crème glacée? Oui, moi, crème glacée. Parfait, je passe donc sans plus tarder la tiki torche, le flambeau d'immunité au gentil podcasteur Jeff, qui nous ramène à la source du lagon et nous parle d'une troupe de comiques autrement plus drôle que nous, le Splendide, dans un chapitre intitulé « You think I'm funny? I mean, funny like a clown ?» Est-ce que vous savez d'où vient le nom le Splendide? Non. Moi, oui. Non, ils se sont inspirés de... À chaque fois qu'ils allaient en province ou quoi, il y a un hôtel qui s'appelait le Splendide. Donc ils ont pris ce nom-là tout simplement. C'est drôle. Et avant, je vous dirai le nom qu'ils avaient avant. En fait, oui, ce sont... à la base, c'est donc Clavier et l'Ermite qui sont dans le même lycée à Neuilly, le lycée Pasteur. Je précise que j'ai fait toute ma scolarité aussi au lycée Pasteur, ainsi que le groupe Téléphone. Voilà. Gilles a passé 72 heures, je crois, parce que Gilles a passé toute sa scolarité de lycée en lycée, un peu comme des prisonniers dont on ne veut pas qu'on passe de prison en prison. Non, mais j'ai redoublé 2 fois en 72 heures. Clavier et l'Ermite, qui venaient de milieux plutôt aisés, étaient à Pasteur. Et Junio, lui, non. Ses parents étaient venus d'un milieu assez ouvrier, et il avait gagné une bourse d'études, ce qui a permis d'accéder au lycée Pasteur. Et Michel Blanc, lui, sa maison a été détruite lorsqu'il habitait à Puteaux avec sa mère, et elle avait fait une demande d'accéder à ce lycée. Comme il avait de bonnes notes, il a accédé. Wow. Il a accédé à ce lycée. Donc voilà comment ils se sont rencontrés dans le même lycée tous les 4. Il y avait un ciné-club dans ce lycée où c'était Charles Nemes, le réalisateur. Enfin, à l'époque, il n'était pas réalisateur, qui montait ça. Et c'était le petit copain de Marianne Chazelle, Charles Nemes à l'époque. C'est drôle. Et Josiane Balasco aussi était au lycée Pasteur. Elle est amie avec moi sur Facebook. J'ai essayé de l'inviter dans notre émission, mais les bronzés font la sourde oreille, apparemment. Josiane, qui depuis s'est manifestée sur Facebook. Trop tard, mais je l'en remercie quand même. Ouais, Balasco, elle n'y est pas au départ. C'est Valérie Mérès, qui est la petite copine de l'Ermite. Et lorsque Mérès s'en va pour faire du cinéma, avec Agnès Varda, tout ça, elle quitte. Et ils prennent Balasco. Et Balasco qui est arrivé avec Bruno Moineau, son copain, qui est Prescovic et le monsieur au slip noir dans Les Bronzés. Et surtout, il l'embauchait parce qu'il était vachement bricoleur lorsqu'ils ont retapé leur théâtre. Et Bruno Moineau, qui est formidable, parce que son monsieur Prescovic dans Le Père Noël est une ordure est l'ancêtre de Borat. Il n'a pas véritablement fait carrière par rapport aux autres, d'une certaine manière, non? Ouais. J'ai lu un livre sur les bronzés. Après, il faut que j'ouvre à mes chiens qui me font chier. J'ai lu un livre sur les bronzés. Et en fait, il était un petit peu... il n'était pas vraiment accepté dans la troupe. Ah. Voilà, c'est-à-dire c'était un personnage qui était pourtant très intégré à l'écran, mais qui n'était pas dans le noyau dur. Mais dans le film, en tous les cas, t'as vu, dans le film, en tous les cas, c'est Jeffrey Dahmer. Il fait très peur. C'est un psycho-killer. Ouais. T'as vu? Un Scrabble dans ma case. En fait, oui, c'est une pièce rapportée parce que c'était le petit copain de Balasco à l'époque. D'accord. Et surtout, ils l'ont pris parce qu'ils savaient bricoler. Et vu que le théâtre, au départ, quand ils ont repris un théâtre du Splendide, il fallait tout retaper. Ils n'étaient pas trop bricoleurs, à part Junio. Et donc, ça les a aidés qu'ils soient là. Ce sont un peu les enfants spirituels du Café de la Gare, en moins hippie, en plus théâtre de lycée, comme tu disais. En 1980, ils montent Je vais craquer au théâtre. Un formidable film de Le Terrier, que j'adore, d'après l'extraordinaire bande dessinée de Lausier. Les Bronzés, c'est une pièce de théâtre, comme tu disais au départ. Amour, coquillage et crustacés en 1977. Au Splendide, ils font ensuite Le Père Noël en 79, qui deviendra un film extraordinaire en 1982, dont on parlera aussi bientôt un jour ensemble, j'espère. Ensuite, ils terminent avec Papy fait de la résistance en 81, qui devient un film en 83. Ce qui nous amène sans plus tarder au moment de l'émission où je demande à Gilles de nous raconter la genèse du film, et il me répond quelque chose qui n'a rien à voir, dans un chapitre intitulé « What's in the box? What's in the fucking box ?» Alors, je suis allé voir les givrets. Vous vous souvenez de ça?
Les givrés. J'ai vu les givrés ouais, avec Non. toi en salle. Jeff, t'as vu les givrés? C'est un film américain, non? Non. Ah, voilà. Et ben voilà. Non, pas du tout, Il n'y je a connais plus pas. personne. Les givrés, c'était je sais pas, ils ont cru qu'ils pouvaient surfer sur la vague des bronzés et ils ont fait une production a fait un film qui s'appelait Les Givrés, non? Si, mais il y avait plus de cul, si je me rappelle, non? Oh bah écoute, chacun ses problèmes. Hein. C'était mieux, en fait. Bah c'était beaucoup mieux que les bronzés, c'est pour ça que je trouve qu'on devrait tout de suite basculer. Donc, merci, Gilles. Parodie. T'as vu que j'ai fait honneur à ma rubrique. Non, formidable. Ouais. C'est On une apprend. parodie donc, des clubs de vacances, en particulier du Club Med, fondé en 1950, qui appartient aujourd'hui à un conglomérat chinois, le dîner de conglomérat. Le premier village est à Majorque. Tu connais, Jeff, les villages magiques, 1950? Non. Les villages magiques, donc, c'est l'ancêtre du Club Med. C'est fondé, je crois, par le journal Elle. Et il y a un film à l'époque, tu l'as pas vu, un film qui s'appelle donc Le Village Magique, et qui est l'ancêtre de ce film avec Robert Lamoureux et Lucia Bosé, un film de 1955, une comédie de mœurs. Non, je connais pas, mais Au silence qui je vais m'y suivit. intéresser. Quelque chose me dit que c'était pas pour les enfants malgré le nom. Oui, c'est vrai, c'est effectivement l'ancêtre de ces comédies Petit noires à l'italienne. C'est entre le rire et le larme. Et les larmes, on retrouve ça dans Les Bronzés, qui est beaucoup plus proche finalement des monstres ou des nouveaux monstres. Ouais. Est-ce que vous savez le succès des bronzés? Enfin, je veux dire, comment a été accueilli les bronzés à sa sortie? Mais là, on parle du début du film, on parle pas de la sortie, mais vas-y. Bon, on commence par la fin. Vas-y. Oh, dis donc, toi! Dis donc, t'es Eh, bien. Rambo, tu vas te calmer? Alors Gilles, raconte-nous la fin. Non, Raconte-nous la sortie. non, c'était une question. Donc, si vous avez aucune connaissance, dites-le vraiment aux gens. Si vous êtes agressif, arrogant et nul. Donc, on retrouve dans Il n'a le pas film... été très bien accueilli. C'est pas un succès énorme parce que les gens n'étaient pas 2 prêts. 2 millions 3. Pardon? 2 millions 3, c'est pas mal. Ah merde. Ok. Vas-y. Non, c'est un bon Enchaîne. succès parce qu'effectivement, un peu la manière j'ai trouvé de l'humour de Coluche, il montrait un miroir aux gens où ils ne se reconnaissaient pas fatalement et ils pouvaient rire d'eux-mêmes sans savoir que c'était vraiment eux, si tu veux. Donc, Ouais. c'est ça qui est formidablement bien fait dans ce film, que j'ai revu il y a 2 jours et qui, je trouve, n'a vraiment pas pris une ride, est toujours Oui, aussi oui, extraordinaire vraiment. et est un des grands classiques de la comédie française. Mais c'est vrai qu'on est plus proche ici du ton de Blier ou de La meilleure façon de marcher. Jean-Claude Duss, d'ailleurs, est parti directement dans La meilleure façon de marcher pour devenir moniteur de colo. C'est toujours le même personnage C'est vrai. torturé. C'est vrai parce qu'en fait, l'équipe du Splendide, à cette époque, ils prenaient plein de pubs et de petits films. Ils Ouais. ont tourné pour Polanski, Miller, Tavernier. On les voit dans les Bliers. Ouais, donc on les voit souvent dans des petits rôles. Ils faisaient des pubs aussi, en fait, pour gagner de l'argent, pour retaper leur théâtre. Au départ, il s'appelait pas le Splendide, il s'appelait le groupe du théâtre de la Turlute. De la Turlute, c'est vrai. Et Wow. c'est Sylla Shelton qui leur a fait changer de nom. Dommage. À propos, tu te rappelles de Claude Pieplu dans La meilleure façon de marcher? Concours de Cours bite. de feat. Mais parlons un petit peu d'Yves Rousséroir, si vous le voulez bien, dans un chapitre intitulé Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. C'est donc l'oncle de Clavier. Tu savais ça, Jeff? Oui, tout à Vous fait. savez. C'était le frère de la maman de Christian Clavier, tout à fait. Alors, j'ai une question pour Gilles, qui est un spécialiste. Est-ce que tu connais le sous-titre d'Emmanuel II, qu'il a produit également, Yves Rousséroir? Tu sais comment ça s'appelle, Emmanuel II? Moi, je sais. Moi. D'abord, Gilles, avant que tu répondes. Non, le vrai spécialiste, il est à côté. Alors, vas-y, Jeff. Il est à main droite. L'anti-vierge. L'anti-vierge, ça fait penser genre l'antéchrist. L'antéchrist, c'est ça, ouais. Elle était à l'envers sur le. Ouais, en fait, c'est regarde, Damien, c'est pour toi. Et elle commence à se toucher violemment. Ça chatte. Non, pardon. Et Gainsbourg avait refusé, Rousséroir l'avait contacté pour la musique d'Emmanuel, il avait refusé. Il avait dit c'est un des grands regrets de sa vie. Il a évidemment. été choqué. Non, il a dit que ça marcherait pas. Et puis, évidemment, le film a fait un carton mondial. Et donc, il a fait la musique d'Emmanuel III. Et puis, il a surtout donné le générique du film des Bronzés. Pour continuer un peu sur Yves Rousséroir, qui est un personnage quand même intéressant du cinéma français, a produit également Les aventures de Gédéon le petit canard, donc l'anti-vierge et Gédéon, ça c'est fait. Il a fait l'extraordinaire Je vais craquer dont on a parlé il y a quelques instants. Grand respect à Gérard Lauzier qui malheureusement nous a quittés. Il produit Le Père Noël, il produit La tête dans le sac de Lauzier aussi, et il produit un film de George Royle, le metteur en scène de Butch Cassidy et le Kid, qui s'appelle I Love You, je t'aime, Gilles. Ah, c'est pas très bon du tout. Je l'ai pas vu, tu l'as vu, Tiré Jeff? de
Non, c'est tiré d'un roman célèbre, EMC2, Mon amour, un truc comme ça, je crois. C'est ça. C'est pas avec Christophe Lambert. Je dis toujours une connerie par. Non, tu confonds Pas avec du tout. le film où il tombe amoureux d'un porte-clés qui s'appelle I Love You. I Love You, de Marco Marco Ferreri. Ferreri. Et c'était un très bon sujet, de tomber amoureux d'importe Et c'est Yves Rosserroir qui a trouvé le nom du film Les Bronzés, parce qu'au départ, ça s'appelait 100 000 gros lards au soleil. Il a dit ça marchera jamais. Non, mais c'est vrai. Tout le premier titre sur le scénario, c'était Rallume la lumière, il y a un moustique. Donc, c'était pas non plus très vendeur. Et eux, ils n'étaient pas trop chauds parce que les Bronzés avaient une connotation raciste à l'époque, bon, qui avec le temps s'est estompé, heureusement. Et donc voilà, ils sont restés sur les Bronzés. Au départ, Yves Rousserroir ne voulait pas de Patrice Lecomte qui sortait d'un bide avec les WC étaient fermés de l'intérieur. C'est la troupe du Splendide qui veulent Patrice Lecomte. Mais c'est vrai que c'est un bon metteur en scène. Lecomte, moi, il a fait des films que j'aime beaucoup, comme Tandem Il y a et eu- Monsieur Hir. Bien sûr. J'ai trouvé que le film était formidablement mis en scène parce qu'il sait justement s'effacer pour laisser la place C'est au drôle, clown. j'allais te souffler le mot. Ouais. C'est qu'il est capable de faire des films plus esthétiques, comme justement ces films ensuite, Ouais. et s'effacer en laissant une bande enfin faire une comédie, en n'essayant pas Absolument. Et j'ai trouvé que eux sont au niveau du Saturday Night Live ou de FCTV, les grandes troupes de l'histoire de la pop culture. Honnêtement, Ouais. Jeff, tu sais pourquoi Gilbert Trigano refuse de prêter ses villages au film? Ben oui, parce qu'il sait que ça va être une parodie du Club Med, donc il sait pas ce que ça va en être. Mais juste un truc par rapport. Parle pas Ouais, trop près de tu- ton micro. Tu D'accord. satures. Par rapport au metteur en scène dont tu parlais, il y a Tu Molinaro qui satures un avait peu, baisse Tu ton satures micro. même de très loin. Baisse un tout petit peu parce qu'après je vais me faire Va chier. dans l'autre pièce. C'est bon là? Ouais, Oui. c'est bon, parfait. Les premiers metteurs en scène qui avaient été envisagés au départ, c'était Molinaro, Ah. Jean-Jacques Hano, mais il s'est pas Ouais. entendu avec eux, il s'est pas entendu avec la troupe du Splendide. Ouais, Claude Miller, ça fonctionnait bien, mais il préférait faire ses propres films. ouais. Et ils avaient vu le premier film de Patrice Lecomte que eux avaient bien aimé, alors que tout le monde était allé le voir en salle. Petite parenthèse, j'ai trouvé effectivement, tu parles de Jean-Jacques Hano, je trouve que l'arrivée des touristes dans le club de village m'a fait penser au quart des supporters dans Coup de tête, avec en particulier les trompettes derrière, c'est la même bande de rigolos. Il y a un petit esprit, comme dans Coup de tête, de tragicomédie, enfin de Exactement. comédie dure. Absolument, qu'on retrouve chez Blier, comme je disais. Ils sont en Côte Et- d'Ivoire, à Assigny, Jeff. Oui, Ah, c'est ça. Vas-y. Et juste un dernier truc, le dernier metteur en scène qui voulait faire le film, c'était Coluche. ok. Et donc, il a dit du mal de Patrice Lecomte en disant, ouais, j'ai fait des VCD, était fermé de l'intérieur avec lui, il n'est pas bien fait. Et bon, finalement, ils ont fait affaire avec Patrice Lecomte. Le compte Oui, est donc bon. parlez-nous de cette beau plage d'Assigny et d'Aswendé. C'est ça. Alors, ils ont l'habitude d'organiser beaucoup de galas là-bas, d'où Gala Swinda. C'est fermé depuis 2005. Et il y a une séquence dans le film, la séquence où Junio se fait masser dans le village. Et tu as vu, c'est la même séquence que dans le Vierge de 40 ans, parce qu'en fait, c'est une impro et Ouais, c'est vrai ils que se ça- marrent ça- vraiment. Comme Ouais. les autres se marrent vraiment devant Steve Exactement. Carell quand il se fait Il est épiler. vraiment torturé. Ouais, il se fait vraiment torturer devant eux. Donc ça, c'est drôle. C'est une scène que l'ermite et Clavier avaient vécu à Paris, dans un salon de massage. Ils en sont inspirés. C'est drôle, c'est qu'ils ont tous été géos aussi pendant plusieurs années, Ouais. à la manière d'Alexandre Arcadie. En fait, ils allaient jouer leurs pièces au Club Med à l'époque, donc avant les Bronzés. Hein. Et c'est Ouais. là qu'ils ont pu observer, donc, en échange d'une semaine de vacances en Grèce ou en Tunisie, eux venaient jouer leurs sketchs et leurs pièces. Et en échange, ils étaient logés gratuitement pendant une semaine. Ouais. Et c'est là qu'ils ont pu observer le comportement des gens. Et c'est ce qui leur a donné l'idée de développer ce film. C'est extraordinaire. Gilles? Les cours d'acteurs, les cours en général de théâtre, les acteurs faisaient souvent ce genre de métier parce que ils étaient engagés très facilement comme géo parce que j'avais une espèce de formation d'acting pour les spectacles et c'était très très difficile d'être géo parce que tu travailles comme un chien. En fait, c'est pas du tout. C'est pas simplement la plage et faire le con quoi. Ce qui est drôle, ceci dit, c'est que tu as vu, Régo et Creton sont tous les deux en train de se baigner. Ils foutent rien à un moment avant de torturer Michel Blanc. Ils sont quand même en train de s'amuser, de se baigner. Ils ne travaillent pas. Ah ouais, non mais attends, c'est une version cinématographique donc ça. Tu sais comment s'appelle le film en anglais, Gilles? Les givrés. Non, Jeff? The Burning. Non, ça s'appelle French Fried Vacation. Motherfucker. Je pense que c'est inspiré Ça de donne envie. Kentucky Fried Movie, peut-être. tu te C'est rappelles un petit peu genre. Alors, qui devait jouer le rôle de Michel Creton au départ? Jean-Paul Belmondo. Non. Je sais. Salomon. Ça aurait été trop Salomon. facile. Allez, un indice, Salomon. Comment? Salomon. Salomon. Les mines du roi Salomon. Pas du tout, Rabbi Jacob. Henri Guibé. Mais... Louis de Funès? Non, Non, c'était Henri Guibé. Et
J'aime beaucoup Henri Guibé, mais je suis content que ce soit Creton parce qu'il est extraordinaire dans le film. Ouais, non. Il est fantastique. En plus, il y en a quelques-uns qui sont très bien bâtis. Tu as vu, l'ermite était très très beau. Il est au sommet de sa forme. Incroyable. Il est incroyable parce qu'il est beau. Et attends, il est beau et drôle à la fois, comme dans la chanson de Brel. Ce qui m'a fait Exactement. penser, il y a peu d'acteurs qui arrivent à faire ça. Tu as Bruce Campbell dans Evil Dead. Tu as de temps en temps Kurt Russell. Mais il n'y en a pas beaucoup en France qui ont justement cet extraordinaire physique avec en même temps et la vis comica. Ryan Reynolds. Ryan O'Neill. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds est un bon exemple aussi. C'est vrai que c'est le même genre. mais... Will Smith. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein. Fais gaffe, tu vas te prendre une tarte. Mais pourquoi il s'appelle Popeye dans le film, l'ermite? Non. Son nom de famille, c'est Lespinasse. Ah bravo, je voulais te demander de son vrai nom de famille. Alors Jeff, on va voir si t'es fort. Jeff, quel est le nom de famille dans le film? Quel est le nom de famille dans le film de Martin Lamotte? Là, j'ai Miguel, mais après, nom de famille, je sais pas. Tu connais pas Miguel Weissmuller, comme Tarzan. Oui. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Ça, c'est un petit peu redondant ce que je vais faire. Est-ce que vous pensez que ce film aurait pu être fait de la même façon à notre époque? J'allais te poser la question, effectivement. Mais j'ai pas vu. Regarde comme elle cligne de l'œil. Touc, touc. Non, C'est avec le... Ah ouais, ça, c'est pas possible. Mais, tu sais, sur cette scène-là, en plus, il manquait de comédiens. Donc, il y a la copine de Junio et de l'ermite qui sont venus faire les mannequins pour faire peindre dessus. Voilà. Puis il y aura une autre personne tout à l'heure, on en parlera. Que tu verrais maintenant sans avoir. Mais j'ai pas vu. Excusez-moi, Jeff. J'ai pas vu les enfants des films comme les enfants des bronzés comme Camping ou tous ces films qui parlent aussi de gens qui partent en vacances. Est-ce qu'il y en a un qui est bien que tu connais, non? Ouais, Camping. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier Camping avec Dubosc, Brasseur. Ouais, c'était assez. Et il y a la même sexualité. Il y a la même sexualité que dans les bronzés. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est ça. Voilà. Donc c'est beaucoup. Tiens, disons Dubosc. Dubosc, c'est un mix entre Jean-Claude Duss et Clavier, quoi. Tu vois. Mais c'est un ami à toi, donc tu vas pas dire du mal aussi. Pour en revenir à ce fameux casting, donc il manquait des rôles. Vous vous souvenez de la scène où l'ermite dit à Clavier. Je crois que c'est elle que je me suis tapé hier. Enfin, je vais pas être vulgaire. Hein. Et la fille vient, dit bonjour à ses parents. Ouais. Et le père de famille qui lui met la claque, c'est le directeur du prod du film. Le directeur prod du film. C'est-à-dire vraiment, ils étaient en manque d'acteurs. Et dans les scènes cultes, évidemment, moi, celle qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'était le fameux bonsoir, nous allons nous coucher. Ils ont mis 2 heures à la tourner, juste pour dire 2 phrases. Parce que Clavier, qui est très rieur dans le truc, le comte a dit, on a mis 2 heures pour tourner une phrase. C'est drôle. Voilà. Mais il y a beaucoup de post-synchro dans le film, on le sent, parce que à cause de la mer, de la plage et tout, c'est très difficile de tourner. On sent, il y a le son de exactement d'une post-synchro. Ouais. Et moi, je l'ai trouvé un antécédent aussi. L'aventure, c'est l'aventure, avec nos amis qui marchent au bord de la plage. Il y a un parfum des bronzés aussi, je trouve, déjà avant l'heure. Ouais. Toi, tu trouves des antécédents partout. Hein. Elle voit des antécédents. Dès qu'il y a la mer et un palmier. Dès qu'il y a un palmier, c'est il y a des palmiers et il y a la mer. Hein. D'ailleurs, je signale que Gilles et moi avons choisi le même fond zoom, mais c'est comme quand 2 filles portent la même robe à une soirée. Chaque acteur est en charge de son personnage, tu as vu, et d'écrire une petite biographie de son personnage. Donc ça, c'est formidable. C'est un vrai travail comme de sketch qu'on voit au Saturday Night Live, comme je disais. Et dommage que ce soit pas comme ça dans Ciné-Chat. Il y a une scène que Michel Blanc a écrite pour Clavier. Ouais. Quand il rentre dans l'eau et qu'il cite Saint John Perse, c'est Michel Blanc qui l'a écrit. Ah ouais, Azur, nos bêtes sont bordées d'un cri. Ouais. C'est Michel Blanc qui a écrit cette scène-là. C'est drôle, c'est comme dans le Magnifique où Jean-Paul cite Perse aussi, non? Saint John Perse, dans le Magnifique. Il me semble, ouais. Et en fait, tu sais que pour l'anecdote, c'est pas Saint John Perse qui a écrit ça dans le Magnifique, c'est le frère de mon père. Ah ben voilà. Saint John Sveder. Et tu sais qu'il y a eu quelques scènes coupées dans le film? Non. Ouais. Bah, tu sais, la scène, par exemple, où Clavier tombe malade avec les piments. Il n'y a pas de suite, en fait, on ne sait pas ce qui est. Et en fait, le soir, quand il rentre en car, il a vraiment la chiasse. Ils sont obligés d'arrêter le car, et le car a les fenêtres ouvertes. Et lui, il se met derrière un rocher. Wow. Bon, je vous passe les bruits, etc. Et donc, les gens hyper gênés, donc Junio, Chazelle qui entendent tout, évidemment. Quand il rentre dans le car, il fait « Je remercie parce que j'entendais tout derrière le rocher et vous n'avez pas dit du mal de moi. » Voilà. J'ai entendu qu'évidemment, on tout entendu. C'est Dumb and Dumber avant l'heure. Quand je travaillais avec Christian Clavier sur un scénario qui n'a jamais été fait, j'avais rencontré Marianne Chazelle et on avait vu, comment ça s'appelle, Gigolo, tu sais, en français, 12 Gigolo, comment ça, je sais pas si c'est un titre en français, tu sais. Ah oui, c'est le film Mal avec Gigolo. Ouais, voilà, avec Rob Schneider. Voilà. Et il y avait la scène, tu sais, où il est avec son père.
Et une scène vraiment comment dire, une scène très touchante. Et en second plan, parce que son père est d'un pipi, je sais pas comment on dit. Et dans la scène, il y a un type qui chie avec des bruits terrifiants. Vous vous rappelez pas de ça? Si, c'était formidable. C'était la meilleure Ouais, scène. c'est pas ça. Mais j'étais à côté de Marianne Chazelle. C'est pour ça que je raconte. Hein. Vous allez voir qu'il y a un rapport. Marianne Chazelle était à côté de moi et disait qu'elle n'était pas du tout, c'est pas du tout son humour, l'humour pipi caca. Et moi, j'étais mort de rire, mais j'étais obligé de me cacher parce qu'elle était très, très sérieuse. Voilà, c'est tout. On pourra couper. Et une autre, Dieu merci pour le montage. la scène finale qui était écrite au départ n'est pas dans le film. En fait, la scène finale se passe à l'aéroport et ils se disent au revoir. Il y a Clavier et Marianne Chazelle qui invitent Popeye à leur mariage, futur mariage. Et surtout, il y a l'homme en noir, Bruno Moineau, l'homme au slip noir, qui a deux grosses valises. Et les valises s'ouvrent et tu te rends compte qu'il a tout piqué au club, la vaisselle, le papier cul, etc. Voilà comment se terminait le film. Au départ, il y avait une demi-heure, il y avait 2 heures de film, ils ont coupé une demi-heure. Dieu merci pour le montage. C'est basé sur le fait qu'avant, au Club Med, les cases étaient ouvertes, il n'y avait pas de porte parce que ils considéraient que on était tous sympas et qu'il n'y avait pas de vol. Ils ont été obligés de changer cette règle parce que tout le monde volait tout. Voilà, c'est tout, tu peux couper. Mais c'est vrai que c'est l'époque, c'est l'amour libre, c'est très permissif. On voit, on sort des années 70 et on le sent dans le film. Gérard Jugnot est extraordinaire dès le début du film. Tu as vu, il part dans les aigus tout de suite. C'est un peu le Ned Beatty français. Vraiment, c'est un grand acteur. Et au niveau du cachet pour chacun, ils ont touché 15 000 francs chacun. Ouais. Et avant, le producteur leur a donné 22 000 francs à se partager. Ouais. Et 15 000. Mais le problème, c'est qu'Yves Roussevoire leur a fait signer un contrat comme quoi le film lui appartenait à lui pendant 30 ans, que ce soit des suites ou des remakes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment touché beaucoup d'argent. C'est pour ça, lorsqu'ils ont fait le 3, ils se sont rattrapés avec Fechner, qui n'était pas très bon, mais au moins ils ont touché l'argent. Ils ont accepté de faire le deuxième aussi, qui est un chef-d'œuvre. C'est rare d'avoir une suite qui est aussi bonne, voire meilleure que l'original. On peut passer au Parrain numéro 2 ou à Mad Max 2. Pour le 1 ou le 2, ils n'ont pas vraiment touché beaucoup d'argent, parce que dans le 1, il leur a fait signer un contrat. Pendant 30 ans, il peut exploiter des suites du film sans leur avis. Et c'est après Fechner qui va faire les Bronzés 3, évidemment. Et là, ils vont se rattraper, ils vont prendre un bon paquet de pognon chacun, même si le film est moins bon. Ils sont rattrapés. J'étais frappé par la classe de Lavanant, extraordinaire actrice, elle est fantastique. Tout le monde. Ils sont tous extraordinaires. Clavier est incroyablement mince à l'époque. Tu as remarqué que Josiane Balasco est plutôt belle? Oui, mais même Lavanant, elle ressemble à Anna Tawai. Elle est grande. Ah ouais. Non, mais moi, j'étais amoureux de Chazelle quand j'étais petit. Une grande cheminée. Chazelle m'a fait penser un petit peu à une espèce de Goldie Hawn française, tellement elle est classe. Exactement. Un Mion. C'est la Goldie Hawn et Mion. Mion, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que ces géos, tu as vu, c'est des trolls en fait. Ils n'arrêtent pas de venir pourrir la vie à ces GM. Mais surtout, tu as vu comment sont traités les GM? Tu as remarqué que non, mais surtout, c'est à chaque fois qu'un GM intervient, c'est un monstre. Par exemple, le gros, tu sais, qui n'arrive pas à faire du ski nautique, il dit « Eh, Popeye, j'en ai pris plein le cul !» Il fait comme ça, tu sais. Il passe en disant « Oui. » Genre, ils sont immondes tous. Tu fais bien le gros. Jules, tu peux profiter d'être en bord de mer à ce que je vois. Tu peux nous refaire la scène des algues, s'il te plaît? Et ce qui est très, très, très drôle, et je crois qu'on en a déjà parlé, Jeff et moi, parce qu'on a des conversations sur toi et sur le film avant. Allez, salaud. Mais c'était extraordinaire comme Michel Blanc essaye de parler et qu'elles font pas du tout attention à lui. Et juste au moment où il dit un truc dégueulasse, il s'en prend plein la gueule. Mais c'est exactement ça, et c'est l'ancêtre de cet humour de l'inconfort, c'est ce qu'on appelle le cringe humour en anglais, et qu'on retrouve dans The Office, qu'on retrouve dans Kings of Comedy. Bon, je te raconte l'anecdote des algues. En fait, il n'y avait pas d'algues en Côte d'Ivoire. Ouais. Comme il n'y avait pas d'algues en Côte d'Ivoire, ils ont écrit, mais arrivé là-bas, il n'y avait pas d'algues. Donc, ils ont fait venir des algues de Bretagne en charter exprès. Le chef du village est bien, on dirait un peu un chef de secte quand il est dans sa djellaba et qui chante. C'est Guy Laporte. C'est Splendide aussi, lui, je crois, non? Ouais, un petit peu, il bricolait un peu avec eux. C'est Guy Laporte qu'on voit aussi dans ce boulot. Mais Gilles, tu parlais des acteurs qui sont géos. Je trouve que ça montre vraiment très, très bien une autre face du show business, qui sont tous ces gens qui ont un rêve. En particulier, Rego, qui est formidable avec son sketch de la valise. Tu as vu dans la première partie du film, il est habillé comme un droug dans Orange Mécanique, avec son chapeau melon et son espèce de tenue des frères Jacques. Et à la fin, il est habillé à un moment avec sa perruque verte, qu'on dirait le Joker quand il est avec Anne Chazelle. C'est le Joker et Harley Quinn. Et comment il s'appelle, Louis Rego, dans le film?
Et alors, je l'ai noté, donc moi je le sais. Ah, bah non, sans regarder tes fiches, monsieur Westmiller. Il y a des anti-sèches sur sa main. Georges Pelletier. Georges Pelletier. dit Bobo. Les assurances classiques monnaises. Ouais, Pelletier, que ça lui dit comme ça. Pelletier, Georges Pelletier, non? Pas Mais ça. c'est beau, c'est vrai que c'est comme dans les Faut que j'arrête comédies. d'imiter parce que je le fais pas très bien. Si, tu fais bien les gros surtout. ceci dit. Clavier est immonde, il est extraordinaire. Tu as vu avec son toujours, et je me rappelle son slip étonnant où on voit ses poils pubiens. Et Il pourrait plus le mettre c'est un aujourd'hui. personnage. C'est un personnage. Il m'a rappelé aussi son personnage de la course du rat parce que c'est toujours un type qui veut faire partie d'une partouze et qu'on rejette. Et il est Ah extraordinaire. bah oui. D'ailleurs, Ah, c'est un GM pendant un moment, il essaie de rentrer dans la bande des géos. C'est ça. Qui est En très fait, je vais craquer. C'est le Eyes Wide Shut français. C'est un mec qui veut faire partie d'une partouze et qu'on rejette aussi. Comment il s'appelle, Clavier, dans Je vais craquer, monsieur Weber? Pelletier dit Bobo. Ah, Non, je sais pas. Bobo Vas-y. Pelletier. Ah, Il a vas-y. le même prénom que dans Les Bronzés. Ah bon? Jean-Yves. Jérôme Ozindron. Ah oui, c'est vrai, exactement, putain. Bravo. Je pense que c'est son meilleur film. Ouais. À Clavier, Je vais craquer, ouais. Et t'as vu d'ailleurs, il danse très très bien, Clavier. Quand il est sur la piste de danse, il m'a fait penser Ah oui, à Pacino. Ouais. Ouais, t'as certains acteurs qui dansent extraordinairement bien. T'as lui, donc t'as Pacino, t'as Sam Rockwell qui danse très très bien, et Tom Hiddleston, le mec qui fait Loki, danse très très bien aussi. Pierre Richard dans la chèvre, il a la danse dans le sang quand même. Hein. C'est vrai. Pierre Richard dans la chef, c'est une des meilleures façons de mal danser que j'ai vu dans un film. La meilleure Facile à façon de mal danser. Bien. Bon, bah voilà. J'ai des moments où je riais quand même de nouveau tout seul. J'avais mon casque pour pas déranger ma famille. Et il y a un truc qui m'a vraiment- C'est quand tu ris avec un casque, on n'entend pas? C'est un casque de moto. Il y avait un truc qui était très très drôle, c'était le moment où, Michel Blanc tombe dans l'eau et je crois que c'est l'ermite qui dit « Attrape-le par les cheveux, prends-le par les cheveux !» Et après, tu as vu, il essaye de le prendre par les cheveux, il n'y a rien, il y a juste un crabe. Quoi. Il fait exprès. Et en plus, il insiste sur les cheveux. Il y a un petit faux raccord sur cette scène-là, parce qu'après, il le ramène dans sa case, en fait. Donc, il le prenne de la piscine pour l'amener dans sa case. Et lorsqu'il le porte, tu vois qu'il a les pieds pleins de sable, Michel Blanc. Ce qui n'est pas logique, puisqu'il sort Ouais. de l'eau. C'est vrai. Mais c'est, quand il se fait, on parlait de quand il se faisait masser, il y a une réplique qui est extraordinaire aussi. Je vais parler des répliques qu'on connaît un petit peu moins par rapport aux répliques très connues. C'est non, les yeux, tu les laves pas, les yeux. Il y a, avec une pointe de racisme derrière qu'on retrouve aussi. C'est ce que je criais. J'en fais une. Quand ils essaient de marchander aussi et que le vendeur répond 30 000. 30 000. Ouais, 30 000. Ça fait partie des répliques que les gens connaissent pas, tu dis? Putain. Ah, c'est hyper culte. Non, mais moi, je peux. Mais vas-y. Quand quand l'ermite est en plein chagrin d'amour et l'autre lui parle mal, donc il revient, il fait hey, machine, viens voir. Et machine, c'est genre, il a tellement l'habitude de baiser. Extraordinaire. Et surtout, il s'endort. Il s'endort une fois qu'il est dans la case. Elle se démaquille, tout ça, prête à Mais prendre ce qui est fantastique, c'est que c'est un addict sexuel. C'est un personnage immonde et c'est gag après gag, uppercut, droit, crochet. Ça, ils n'arrêtent pas une seconde, ils lâchent pas. C'est ça qui est étonnant. J'aimerais bien t'en mettre un. Moi aussi. Et quand il pèse, tu sais, quand il pèse le nombre de films qui se sont tapés. Le Ouais. nombre de films qui se sont tapés. C'est vraiment quelque chose qui existe et qu'ils ont vu au Club Med. Ouais. Que les géants pèsent leur conquête, en fait. Et puis à la fin, pèse avec P, hein, j'ai pas dit baise. Ah, non, Et à la fin de l'été, ils comptent, ils font les additions. Et là, tu lui dis, t'en es à combien? Alors, 3000 kilos. Je suis à 125 kilos, mais en une seule fois. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à Black Edward, tu sais, tu te rappelles Mais arrête de prendre 10, ta gueule. 10, tu te rappelles de 10, la comédie avec Baudérec, c'est un mélange aussi de cul et de science. C'est vrai. Ça reste un beau film. Ah. Ouais. J'avais bien aimé. C'était, comment il s'appelait cet acteur qui est mort, là? Dudley-Moore, c'est ça? Ouais. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu de remake, contrairement au Père Noël. Tu te rappelles qu'il y a eu un remake du Père Noël en Amérique? Avec Steve Martin, une catastrophe. Ouais. Ouais, Mixed Nuts. Et il n'y a jamais eu de remake des Bronzés. Tant mieux. Ouais, je suis bien d'accord. T'as travaillé, mais t'as pas retenu. Tous ces personnages sont parfaitement immondes, à l'image des participants de cette émission. Les hommes en particulier, c'est vraiment la masculinité toxique. Et il y a un autre truc que j'adore, c'est qu'à peine il a éteint la lumière, une demi-seconde après il a éteint la lumière, Junio se jette sur Chazelle comme une bête. T'inquiète pas, Gigi, c'est uniquement sexuel. C'est physique. En copain. Lavanant a des dreadlocks à un moment. C'est ça qui est fantastique. Baudérec. Exactement. Avec Giscard sur sa robe et Mao.
C'est très drôle. Et le personnage de Michel Blanc, en fait, c'est fou, c'est devenu, pour dire que le film est rentré quand même au panthéon des films pour les Français, Jean-Claude Duss est devenu une expression, quoi. Tu vois, j'ai une ouverture, je vais conclure. Comme on dit, tu fais ton Pierre Richard, t'es maladroit, ben tu es ton Jean-Claude Duss quand tu te prends un râteau, quoi. C'est montré que le film, quand même, 40 ans plus tard, il est Et c'est toujours... basé sur leur expérience, paraît-il, en particulier Michel Blanc et l'ermite. Et il voulait plus jamais être Jean-Claude Duss au cinéma. C'est pour ça qu'il est devenu très costaud, d'ailleurs. Ouais. Gilles, une question. Ça t'a pas fait rire quand il demande t'as pas une cigarette alors que Junio est en train de baiser? Il n'y a pas marqué tabac, c'est ça? Non, justement, avant, t'as pas marqué là-bas, c'est ça le dérange pas du tout que Junio soit en train de baiser, il vient juste lui demander une cigarette. mais attends, déjà, l'autre lui envoie une chaussure dans la gueule, quand même, quand il est sous le fond. Une pierre. Je me suis pris une pierre au front. C'est pas la chaussure. Non, et quand l'ermite, la scène où l'ermite est triste, effectivement, et quand il dit on pensait qu'il était pédé, tu sais, quand il parle du mec qui s'occupe du matériel, elle baisait sa femme. Enfin, c'est quand même très impolitiquement incorrect. C'est vrai. C'est drôle. C'est que Gilles aurait mis le slip kangourou en hommage à Popeye, mais non. Ah bah ouais, bien sûr, avec mon gros corps, ça aurait été merveilleux. T'as vu quand il joue de la guitare. Harmonica. Non, il joue de l'harmonica. Elle s'en fout. Il joue de l'harmonica. Ils ont tous. Faut que j'arrête parce que je suis avec un spécialiste. Il y en a beaucoup qui ont des moustaches, tu as vu? Entre Blanc, Junio, Moineau, je sais pas si c'était une mode à l'époque. C'était les années 70, hein. Moi, tous mes tontons avaient la moustache à l'époque. Hein. Ah, c'est drôle. On dirait un titre. Et Lamotte est un petit peu en sketch, c'est pas le meilleur. Il est peu à l'écran et c'est une espèce de Che Guevara sexuel. J'ai pas très bien compris. Sa phrase culte, c'est Radio Galaswinda, bonjour. Ouais. Il tape pas la porte les mecs qui s'endorment, qui dorment. Ouais. Mais c'est près Koh-Lanta ou Survivor, hein, tous ces reality TV. Il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est quand il dit c'est tellement rare les filles qui ont de l'humour. Ce qui est bizarre quand même si tu regardes dans une comédie aussi populaire, c'est qu'il y a un personnage qui meurt. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est drôle, je pensais surtout elle dit il a fait bip on a fait me. C'est délicieux, c'est de l'arrêt. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pour faire ça? Parce que bon, qu'il meurt ou non, ça change pas grand-chose. Ça, c'est les comédies italiennes. Tu vois, dans les comédies italiennes, tu as des morts aussi. Tu regardes Mafioso, tu regardes ces films comme ça où effectivement, en permanence, tu es sur le fil du rasoir comme ça. Bip bip! Bip bip! Mais juste avant que Créton meure, il est sur scène. Et tu as vu quand il sort de scène et que Régo lui dit retourne-y. Et l'autre il lui dit quand la mayonnaise est prise, faut plus toucher. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Et il montre déjà l'autre qu'il n'a pas de timing en disant retourne encore une fois. Parce que là, il montre déjà et le sketch de la valise, tu as plein de comiques, effectivement. C'est l'histoire du beat sur scène. Et ça, c'est très bien fait. Parce que souvent, le stand-up, vous avez remarqué, souvent, le stand-up est représenté au cinéma et c'est assez raté. Alors que là, tu sens que c'est des mecs qui ont fait du stand-up, que ce soit Régo ou tous ces mecs. Ils viennent effectivement du one-man show, quoi. Ça m'a fait penser à Bob Fosse ou à Milos Forman, c'est-à-dire la vérité de ces artistes qui n'ont pas complètement réussi leur coup. Et c'est là où c'est un grand chef-d'œuvre qui rejoint le panthéon du 7e art. Et Moreno en 4. Et il y a un personnage, Polo, c'est qui ce personnage en cuisine? Il fume un joint, j'ai l'impression, t'as vu, non, Jeff? Ouais, j'ai l'impression que ça a été fait à Paris, cette scène-là. Ouais, c'est un gars qui a 120 kilos, non ouais. Très hardcore comme scène, ça, tu verrais pas ça aussi aujourd'hui. Ah, ça, tu fais ça aujourd'hui, c'est bon, tu as tout le MeToo devant le cinéma, là. Hein. Voilà. C'est impossible. J'adore comme Créton s'appelle Bourseau, comme le fromage. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que chacun des acteurs ont une scène, ils ont tous une scène ensemble. Ça, c'est la marque des grands films d'ensemble, cast, de troupe. C'est que chacun des personnages, ils ont tous une scène ensemble, l'un avec l'autre. Et toutes les scènes sont extraordinairement écrites et extraordinairement performées parce qu'ils ont eu l'occasion de les répéter sur scène. Et effectivement, je me demande s'ils n'ont pas fait de l'impro aussi, comme dans Un après-midi de chien, où ils enregistrent, où ils notent les impros, et ensuite ils s'en servent pour écrire le scénario. Je crois pas. Et il y a des petites scènes aussi quand tu revois le film, parce que quand tu l'as vu 50 fois le film, tu remarques des trucs. Quand ils sont au début, ils font l'accueil au village. Il y a Blanc qui dit j'ai perdu ma valise, etc. Et il y a, comment elle s'appelle, Gisèle qui est là, Gigi, là, Marianne Chazelle. Elle arrive, il regarde comme elle pousse la vanne, comme une merde.
Et elle serre la main à tout le monde. Elle serre la main à tout le monde. Et tu as Jean-Claude Duss qui est là, qui tend la main, mais elle le calcule même pas déjà. Tu vois, il est transparent, il est invisible. Ah ouais, mais ça, c'est la force. Ils sont tellement dans leur personnage, c'est que quand tu vois les arrière-plans, ils sont toujours dans leur personnage et ils amènent encore quelque chose. Ah, mais c'est ça. Il y a une scène, mais tellement qui me fait rire. Il fait rire que moi, parce que bon, c'est dans Le Père Noël est une ordure, donc on en reparlera une autre fois. Hein, on va pas être hors sujet. Ouais. Si je fais ça, il m'engueule, l'autre. J'ai dit que c'est hors sujet, donc je le dis pas. Gilles, recule, là, tu te rapproches aussi de ta caméra et on voit ton beau gros visage en extreme close-up. En trop gros plan. En extreme close-up. Mais ma scène préférée de toutes, c'est le karaté. Avec, surtout Marianne Chazelle qui rit, genre. Alors qu'il vient de se déchirer l'aine. Là aussi, la scène a été coupée, parce qu'après cette scène-là, ils font des pompes chinoises, qui a une grosse connotation sexuelle, où ils doivent se frotter au sol, comme ça. Donc, c'est une scène de Gilles, en fait. Mais qui voilà, il est revenu, il est de retour, le marchand de pommes d'amour, le cinéaste Marc Esposito a la gentillesse de nous zoom-bomber pour nous raconter son aventure sur le seul film dans lequel il a fait de la figuration, Les Bronzés, ça tombe bien pour nous. Et surtout, Marc, merci de ne pas nous avoir fait faux bond comme la copine de Jean-Claude Duss. Tu connais, Marc, tu connais mon frère Gilles et mon frère Jeff. Bonjour. Je connais ton frère Jeff, mais pas ton frère Gilles. Voilà. C'est parce que je suis pas vraiment son frère. Les présentations sont faites. C'est à toi dans un chapitre intitulé « Regarde comme elle cligne de l'œil. Touk, touk, touk. » C'était, si ma mémoire est bonne, en 78, donc ça fait quand même bien longtemps, j'avais 26 ans, et c'est l'un des tout premiers tournages où je sois allé. On a été invité par le producteur que j'avais connu sur un autre film qui était Les Routes du Sud de Lozé avec Miu Miu et Montand. C'était lui qui avait produit, donc j'avais fait sa connaissance à ce moment-là. Et il croyait en première, et donc on avait été les seuls à être invités sur le tournage. Moi, je connaissais déjà Balasco, mais c'était la seule que j'avais déjà rencontrée parce que j'étais allé sur Les Petits Câlins de Jean-Marie Poiret. Et donc, quand je suis arrivé sur le tournage, c'était ma seule copine avec le producteur, en fait, qui n'était pas mon copain. Hein, et c'est quelqu'un que, même aujourd'hui, je le vous vois alors que je le connais depuis. Et donc, c'est un grand souvenir de rigolade pendant, j'ai dû rester quand même au moins 8 jours, je pense. Donc, j'ai assisté à beaucoup de scènes. Et comme c'était la première fois qu'on me demandait de faire, c'est plus que de la figuration, c'est une silhouette. Parce que c'est un personnage qu'on retrouve dans 2 scènes différentes. Il y a quelque chose à faire, puisque la première fois, je peignais des seins dans la première scène, je peins des nuages, un ciel bleu et des nuages sur la poitrine d'une jeune femme avec laquelle j'étais d'ailleurs très copain. Imagine. Et c'était évidemment pas moi qui avait fait le dessin. Hein, le plan commence, elle a déjà moi, je fais juste semblant. Je fais juste semblant de peindre. Et c'est là où Martin Lamotte, qui fait l'examinateur, dit un truc genre très joli, très poétique, avec l'accent brésilien. Et donc, et après, donc, on me retrouve dans la scène du cocktail, où là, je suis derrière, et où là, on me voit beaucoup parce que je suis au 2e plan, donc très légèrement flou. Mais comme j'ai une grosse tignasse et une grosse tête, j'occupe. Et c'est en général dans cette scène-là que les gens me voient et m'envoient un texto. Ils n'ont pas fait gaffe que c'était moi qui peignais les seins. Parce que dans la scène, on me voit à 3/4 d'eau. Il faut vraiment le savoir. Et ils ont été vraiment. C'était un tournage formidable parce qu'ils étaient tous pleins de bourre. Le comte était plié de rire tout le temps. Tout le temps, il était très respecté, très écouté. C'était un metteur en scène. Il m'a d'ailleurs, on peut le mettre dans la même catégorie que ton père, que Francis Weber. C'est-à-dire, c'est que le père de Jeff. Qui est toujours, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours poli, gentil, qui ne sait pas ce que c'est que piquer une crise de nerfs sur un plateau. Et pourtant, là, il avait des acteurs particulièrement dissipés. Hein. Mais il était très cool et en même temps ferme, obéi. Enfin, c'était
ça paraissait très facile d'être metteur en scène quand on le regardait travailler. C'est cool. On a dit beaucoup de bien de lui en début d'émission, effectivement. Et tu as jamais eu envie de refaire de la figuration parce qu'avec un beau visage comme le tien. Non, on me l'a beaucoup proposé. On m'a même proposé des petits rôles dans des courts-métrages, dans des longs. J'ai toujours refusé. Je déteste ça. J'ai détesté faire ça sur les bronzés. Ouais. J'ai détesté qu'on voit ma gueule après. J'aime pas ça du tout. Et surtout, il y a cette espèce de pression à la con que si on fait une connerie, on va faire perdre du temps à des gens, tout ça. J'ai aucune raison de m'imposer ça, quoi. Il vaut mieux d'en plus prendre un acteur à qui on fera. Et tu n'as jamais eu envie de faire un caméo Hitchcockien dans tes propres films? Je fais des caméos plus qu'Hitchcockien, car, par exemple, on voit mes jambes dans le générique du Cœur des Hommes 1, donc là, c'est quand même très pointu. Si on peut dire. Et je fais dans toute la beauté du monde, parce qu'on manquait de figuration, je fais un figurant en bord cadre. C'est impossible de me reconnaître quand Zoé Félix arrive. J'espère qu'on voit tes jambes quand même. Parce que... Franchement, je crois que c'est impossible de savoir que c'est moi. Je fais juste, on voit juste qu'il y a une personne en plus dans le cadre, quoi. Ouais. Mais on ne me reconnaît pas du tout. C'est drôle. Sinon, jamais. Voilà, des gens à chercher. Je prépare un film sur la vie d'Albert Einstein, donc je voulais t'en parler. Il faut que je perde quelques kilos, quand même. Non, mais tu fais juste les jambes. Tu sais d'ailleurs, Marc, ce week-end, j'étais à l'Observatoire. Maintenant, tu es à Los Angeles. Nous sommes tous les deux sous le même fuseau horaire. J'en suis ravi. Et j'étais à l'Observatoire, le Griffith Observatory. C'est là où ils ont tourné le film avec James Dean. Et je me suis dit, si tu vas là-bas avec une pancarte avec marqué photo avec Albert Einstein, $5, tu repars à la fin de la journée avec $10 000. 10 000, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Oui. En prison après. Je pense que quand même, quand on regarde la photo d'Einstein, ce qu'on a en commun, c'est les poils. C'est les cheveux, surtout. Il n'est pas du tout. Enfin, on n'est pas coiffé pareil, on n'a pas la même moustache et surtout, on n'a pas la même tête, mais il se trouve que surtout pose à cause des cheveux blancs un peu ébouriffés, qui ne sont pas ébouriffés aujourd'hui d'ailleurs. Non, c'est magnifique quand tu as une coiffure de chef d'orchestre ou de savant fou que j'adore. Voilà, j'ai la tête de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille où il est chef d'orchestre. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. On le voit avec une perruque au début. Il faut demander à Jeff, c'est le spécialiste des films français. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je l'ai à côté de moi, la perruque, en plus. Sinon, c'est Doc Brown dans Retour vers le futur aussi. Ouais. Jeff, dire dans les films français à part. Tu fais bien de te faire remarquer. Est-ce que tu as une question pour Marc? Mais j'écoutais. Ah oui, j'ai plein de questions. À titre personnel, à propos des bronzés, hein. À propos des bronzés. Oui, donc j'ai lu quelques mots dans une critique que tu avais fait du film en première. Est-ce qu'à l'époque, vu que toi tu côtoyais quand même le milieu du cinéma, est-ce que c'était leur tout premier film en premier rôle, est-ce que tu pensais déjà à l'époque qu'il ferait cette carrière? Est-ce que tu avais des prémices ou pas du tout? Ça me paraissait impossible qu'ils fassent tous une grande carrière. Ouais. Et je me demandais lesquels feraient la grande carrière. Et j'avoue que je n'arrivais pas je pouvais pas dire j'ai cru en Clavier blanc et pas en l'ermite Junio, pas du tout. Je me disais c'est impossible, statistiquement c'est impossible qu'ils fassent tous une grande carrière. Donc lesquels vont réussir? Et je trouvais qu'ils pouvaient tous réussir. Et bel et bien ils ont tous réussi. Il y a que Bruno Moineau, mais qui a toujours été quand même marginal dans le truc. Il a toujours été là comme le mec à l'époque, c'était le mec de Balasco. Et c'était c'était le plus bricoleur d'entre tous. C'est lui qui a mené la construction du théâtre, tout ça. Donc, il se trouve qu'il s'est révélé être un super acteur aussi. Hein. Il est très drôle dans ce film-là et dans Les Bronzés font du ski aussi. Mais lui-même se vivait pas comme un acteur comme les 6 autres. Pas du tout. Il était arrivé là parce qu'il a eu une histoire avec Balasco, quoi. C'était alors que les autres, ils voulaient tous être acteurs depuis toujours, hein. J'ai retenu un truc, je ne sais plus lequel d'entre eux m'a dit ça, je crois que c'est Blanc, que quand ils avaient 18 ans et que donc ils voulaient tous être acteurs et que évidemment
tous leurs parents, puisqu'ils viennent tous de milieux plus ou moins bourgeois, hein, aucun ne vient des corons, hein, tous leurs parents disaient il faut passer votre bac et faites des études avant et puis on verra bien. Et c'est Junio qui leur avait dit il ne faut pas avoir de porte de secours. Il faut choisir ça et ne pouvoir rien faire d'autre parce que si on a une porte de secours, à la moindre difficulté, on la prendra. Wow. Et je pense que c'est un très bon raisonnement. Je les aimais tous beaucoup. C'est vrai que je suis devenu très pote sur les bronzés avec Clavier plus qu'avec les autres. Sur les bronzés fonds du ski, Michel Blanc est venu le rejoindre parce que c'était mon compagnon de nuit, parce que Clavier, c'était le seul célibataire de l'affaire. Et donc, on sortait tous les soirs, tous les deux, dans des boîtes, je me souviens, qui puaient les pieds, parce que dans les boîtes de nuit en sport d'hiver, c'est tout le monde ils enlèvent les moon boots, ça, il y a une odeur terrible, ça nous faisait beaucoup. Et on était tous les deux, tous les deux amoureux de la serveuse de la boîte, qui était beaucoup plus jeune que nous, mais bon, nous-mêmes, on n'était pas très vieux, parce que moi, je devais avoir 28, 29. Et tout le monde était en chaussettes? Attends, excuse-moi. Tout le monde était en chaussettes? Une odeur terrible. Non, c'est l'odeur des moon boots qui reste sur les étagères. Forcément, quand il y a 200 paires de moon boots sur des étagères, même si elles ne sont pas piles sur la piste de danse, ça pue les pieds. Et donc, on était amoureux de cette très jolie. C'est un bon concept de boîte de nuit, je trouve, en tout cas. C'est une bonne idée. Oui. Et donc, au bout de quelques jours, la deuxième ou troisième nuit, on a pris l'habitude, on allait prendre le petit déjeuner avec elle. Wow. Et après, elle rentrait. Voilà. Et lui comme moi ne sommes pas du tout des danseurs, on est juste des picoleurs de canapé, et on papote et tout ça. Il n'y avait qu'une chanson où c'était notre rite, où à chaque fois qu'elle passait, tous les deux, on allait danser, ce qui était pour nous un effort, c'était la chanson de Plastique Bertrand, Ça plane pour moi. Ah ouais, classique. Ça plane pour moi démarrait. Michel Blanc et moi, nous jetions sur la piste frénétiquement pendant 3 minutes 12 et on retournait s'asseoir. Fantastique. Gilles, une question pour Marc? J'ai une question parce qu'on se l'est posée pendant l'émission et comme on peut se vous voyer ou se tutoyer? Oui, on peut, comme on veut. D'accord. On demande, on peut se tutoyer, David. On ne demande pas, on peut se vous voyer, David. C'est ça. Moi, je vous vois naturellement. Maintenant qu'on s'est tutoyé, on peut peut-être se vous voyer. Vas-y. Alors, je te vous vois. Donc, en fait, on se demandait s'il y avait de l'impro entre les acteurs dans les scènes fameuse du film, ou pas du tout, si c'était au rasoir, très comme peu. je le pense. En tout cas, du souvenir que j'en ai, je dirais très très peu. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, Léa. Parce que moi, j'avais lu les scénarios et je ne garde pas le souvenir de beaucoup de changements. Ouais. Et surtout, c'est eux qui ont écrit le scénario. Donc du coup, ils ont déjà réfléchi. Ouais. C'est pas comme si ça venait de quelqu'un d'autre où on trouve toujours façon d'améliorer. Ouais. Sur le 1 et le 2, ils ont quand même vraiment bossé le scénario. C'est sûr. C'est-à-dire que sur le 3, ils n'ont pas bossé? C'est pour ça que je ne peux pas croire qu'ils aient bossé sur le 3 autant que sur le 1 et le 2. Je pense qu'ils ont été sûrement beaucoup moins ensemble et beaucoup moins. Il n'y a plus la même alchimie, non, en plus, avec les années. Sûrement. J'avoue qu'à l'époque des Bronzés 3, c'est la seule que je n'ai jamais perdue de vue vraiment, c'est Balasco, que je vois toujours de temps en temps parce qu'elle est amie avec Bertrand Blier et donc je la croise et c'est toujours une bonne copine, c'est une fille tout à fait formidable. Les autres, je les ai perdus de vue, je dois dire. Je me suis fâché très gravement avec Clavier. Je ne sais plus à quelle élection où il m'avait Sarkozy. Dit qu'il est… Non, bien avant, c'était à l'époque de Giscard. Où donc il allait voter Giscard ou pour la droite, alors que dans toutes nos conversations depuis 2 ou 3 ans qu'on était amis, il était toujours de gauche. Et donc, je n'avais pas compris. Et donc, je m'étais mis très en colère lors d'une conversation téléphonique alors que j'étais dans mon bureau à Première, où tout le monde rentrait dans mon bureau pour savoir qui me faisait hurler comme ça.
Et donc, j'avais écrit sur un papier clavier. Parce que ça avait duré longtemps. Et suite à cette engueulade, je ne l'ai plus jamais recroisé. Wow. Et c'était une époque où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de texto. Donc, on ne pouvait pas s'excuser 2 jours après en disant du coup, il ne m'a pas rappelé, je ne l'ai pas rappelé et je ne l'ai jamais recroisé. Eh bien, il est avec nous aujourd'hui. Je pense que si on se croisait dans les rues de Los Angeles, oui, on se dirait bonjour et on se parlerait. Ça fait tellement longtemps. Il y a prescription, ouais. Il est resté à droite, visiblement. Hein. Oui, parce que c'est oui. un bon pote de Sarkozy. Bien. Donc, on ne va pas parler politique, surtout en ce moment. Voilà, Michel Blanc, c'est celui dont j'ai été le plus proche pendant quand même, je dirais, 2 ou 3 ans. On sortait beaucoup ensemble la nuit. C'était un mec très, très drôle et très brillant, très atypique. Hein. Il aimait pas la musique de son époque. Il était très démodé sur certains points. À part Ça plane pour moi. À part ça plane pour moi. Et je pense qu'il avait le disque chez lui. Hein. À mon avis, il n'avait pas le disque chez lui. Une dernière question, Marc, car ton temps est précieux. Est-ce que tu as fumé de l'herbe de Galaswinda? Tu en as trouvé là-bas ou pas? Je ne pense pas, non. Ah bon, c'était pas facile. Sûr que non. Très bonne question. Même sûr que non. Et je pense que eux-mêmes, ils n'en avaient pas, sinon ils m'en auraient proposé. Et dans ces années-là, quand même, c'était pas si répandu. Il y en avait beaucoup plus sur le tournage des bronzés fond du ski à Val d'Isère. Ah, intéressant. Marc, il a fumé les algues de Michel Blanc. Voilà. Michel Blanc, je pense qu'il a dû tirer 1 fois et demie sur un pétard à 17 ans. Il n'a plus jamais recommencé. C'est pas du tout un fumeur d'herbe. Hein. Ouais. Il a essayé dans Marche à l'ombre. Dans Marche à l'ombre, il a essayé. Voilà. On a vu le résultat. L'émission que vous avez intérêt à aimer, car on sait où vous habitez. Merci Marc pour ce témoignage bouleversant. Merci mes Ciné Buddies pour votre participation. Et merci à Gilles pour le nouveau jingle Ciné-Chat. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lénoff. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver Romain parce qu'il travaille en ce moment avec Jeff et il l'a achevé, j'ai l'impression. Merci. Un avant et un après. Jean Weber pour Abracadapod et Ciné-Chat, signing off. Marc, toi qui es le seul à avoir encore un peu de crédibilité professionnelle, tu n'es pas obligé de chanter. Merci pour les autres. Mais en France, comme tout se termine malheureusement par des chansons, Jeff, c'est à toi. Oui. On y va? Alors, 1, 2, 3. Viens donc nous voir à Galaswinda. Marc avec nous. Et chante aussi. Je suis très nul pour me souvenir de paroles des chansons. Que disiez-vous? Jeff. Oui. Jeff, t'étais comme un robot, tu sais, qui genre dans le monde ouest. Non, je lisais sur. Il n'est pas encore en on. J'ai envie de te mettre une tarte, si c'est à quel point. Ouais, je sais à quel point. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Pod.